aujourd'hui, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la publication par l'Express de cette alerte par les services secrets français concernant la concentration de la France, de la Russie contre la France notamment. Un certain nombre de plans dévoilés concernant la mention des frappes possibles de missiles conventionnels contre le territoire national. Et selon les services français, c'est d'une dimension inédite depuis la guerre froide, depuis la fin de la guerre froide. De nouvelles armes qui pourraient frapper la France sont développées par la Russie, ce qui constitue une menace réelle pour notre territoire. Si les services français disent vrai, il y a des moyens conventionnels considérables de la part de la Russie qui constitue une menace réelle pour notre territoire. Oui, absolument, mais est-ce qu'il y a quelque chose de véritablement nouveau quand ils ont 6000 têtes nucléaires, même si on admet qu'il y en a que la moitié qui sont en état de servir. Bon, je le rappelle, nous, notre targeting est déjà prêt contre la Russie, parce qu'il ne rentre pas au port pour prendre les ordres, le capitaine qui est au large de l'Atlantique ou de je ne sais pas où, il reçoit ses ordres, il entre les coordonnées, et puis les villes sont rasées. C'est comme ça que ça se passe. Donc là, effectivement, ce qui est nouveau, c'est qu'on communique là-dessus. Mais il est évident que les Russes, depuis toujours, ont établi des signes prioritaires dans le cas où la France, etc. Il faudrait tirer sur la France. Mais en même temps, ce qui est intéressant... C'est pas tout à fait, pardon, ce service, quand ils disent une mention de frappe possible de missiles conventionnels inédite depuis la fin de la guerre froide. La fin de la guerre froide, c'est 1991. Donc s'ils disent vrai, ça fait quand même 3 décennies. Et qu'il y a eu une période de détente, mais avant la guerre froide, finalement, on retourne au statu quo ante de la destruction mutuelle assurée. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau par rapport... Moi, quand j'étais jeune soldat, si vous voulez, il y a eu 30 ans où on a cru, effectivement, qu'il y avait une détente, que le fait nucléaire est passé au deuxième plan, et puis aujourd'hui, il repart au premier plan, et on repart sur les mêmes fondamentaux, point. C'est les mêmes fondamentaux. Alors, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Mais je me demande de quel missile il parle. Il s'agit parce que tous les missiles qu'ils possèdent, les Russes, et qui sont en état de fonctionnement, ils ont déjà envoyé en Ukraine, sauf les missiles nucléaires pour l'instant. Même Oreshnik, qui est à la base porteur de têtes nucléaires, ils l'ont envoyé en Ukraine. S'il parle de Oreshnik, ça revient au même de ce que nous savions déjà. Après, s'il parle de... Bon, j'imagine, j'ai beaucoup de respect pour le renseignement français, même s'il s'est légèrement trompé quand même pour le début de la guerre en disant que les Russes ne vont pas envahir l'Ukraine. Mais passons. Aujourd'hui, si c'est Sarmat, comme ils disent... Zelensky n'y croyait pas non plus. Zelensky savait ce qu'il faisait. Il a dit à vous n'étiez pas dans sa tête. Il a dit à ABC News dans une interview. Bon, Renaud Girard, comme d'habitude, il invente les choses en direct. Ah non, il a dit. Tout le monde a vu cette interview à ABC. Zelensky a dit je pensais que jamais Poutine passera là. Mais Poutine aussi, il a dit qu'il n'allait pas envahir. Donc vous savez que les gens, quand ils disent, c'est pas tout à fait ce qu'ils font. Zelensky, il a préparé son pays, c'est pour ça que les Russes n'ont pas pris Kiev, justement, parce qu'ils étaient prêts. Ils savaient que les Russes allaient envahir. Voilà, donc tout était prêt pour ça. Mais il fallait pas non plus... donc finalement, les missiles, certainement, il y a quelque chose en travail. Mais vous voyez, les Russes, aujourd'hui, ils n'ont jamais démontré aucun missile. Par exemple, comme les Nord-Coréens, on voit qu'ils lancent quelque chose. Mais pardon, les Russes, alors, expliquez-nous bien. J'aimerais vraiment vous entendre là-dessus. On a beaucoup dit la guerre hybride. C'est pas agréable, la guerre hybride. Mais enfin, la guerre hybride, les trolls, tout ça, ça va être un peu marginal quand même. Par rapport, là, on parle de vraie guerre. On parle de missiles. On revient effectivement aux fondamentaux de la guerre froide avec une menace très concrète, très massive. Moi, je pense que c'est la désinformation que les Russes font à l'intention des renseignements français pour désinformer. Vous dire qu'ils exagèrent la menace, que la France s'exagère la menace. C'est très simpliste parce que les services français échangent beaucoup avec les Américains. Quand les Américains nous donnent quelque chose, on ne le mange pas tout cru, on vérifie par nos propres moyens. C'est comme ça que ça fonctionne en France. C'est comparé avec les Anglais, avec d'autres services. De la guerre. Donc non, désolé, c'est très simpliste de dire ça. Sur la note, quelques petites remarques rapides. D'abord, je comprends que c'est une note de la CNRLT, même si c'est pas marqué, la Coordination nationale du renseignement. C'est eux qui sont chargés depuis plusieurs années de demander des informations aux services. Ça remonte, ils centralisent, ils analysent, ils trient, et ça part vers le président de la République, le Premier ministre, etc. etc. Sur les menaces, bon, il n'y a rien de vraiment nouveau, mais c'est surtout sur les détails que c'est très intéressant. Par exemple, on voit la réaction quand il y a eu justement la tire du missile Oreshnik en novembre 2024.
que côté français, ça a été pris assez au sérieux, par exemple. Quand nous parlons sans doute de menaces conventionnelles, je pense que c'est peut-être que c'est à ça que nous pensons. Alors arrêtons-nous là, parce que là, on voit une certaine dissonance. C'est-à-dire, on a beaucoup entendu sur nos plateaux, ils bluffent, ils sont faibles. Hier, Sergei Janov disait, il faut pas exagérer, l'armée russe, en gros, est nulle. C'est le mot qu'il utilisait. Et là, alors on a cette version-là, et on a la version des services français qui dit non, il faut prendre très au sérieux, notamment les menaces qui, dit-il, sont une menace réelle pour le territoire. Il y en a deux versions. Oui, le problème, c'est que les deux sont contradictoires. Or, ça fait 3 ans que j'entends des gens dire dans les mêmes phrases l'armée russe est nulle, mais Poutine veut envahir l'Europe. Donc il y a un moment, il faut choisir. Donc de fait, le renseignement français, le renseignement américain ne sont pas complètement idiots. Il y a eu aussi des différentes analyses du renseignement danois, etc. Que Vladimir Poutine mette en place une menace globale parce qu'il considère en effet qu'on est de retour à un dispositif qui est le même que celui de la guerre froide, ça semble parfaitement logique. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait tout à coup dire non mais ils sont nuls. Enfin pardon, mais je préférerais qu'ils soient nuls. Mais en attendant, il vaut mieux se préparer en face et se préparer correctement. Je ne sais pas si l'armée russe est nulle. Je ne sais pas si l'armée française est nulle ou non. Ce que je sais, on a une certitude, c'est que l'armée française, elle est peut-être très bonne, mais on a d'ailleurs des très bons régiments de légion et de chasseurs alpins, mais elle est échantillonnaire. Et donc, effectivement, et l'armée russe, elle, n'est pas échantillonnaire. Et donc là, nous avons un problème. Et le gouvernement serait bien avisé de faire moins de dépenses, beaucoup moins de dépenses sociales. Je rappelle le débat qu'on a eu avec le président républicain, et peut-être mettre la retraite même à 70 ans, cher Darius, et beaucoup moins de retraite. On a un vrai homme de gauche en plateau, c'est la gauche du plateau, Renaud Girard. Beaucoup social-démocrate. Mais en revanche, nous devons absolument avoir une armée conventionnelle bien plus forte pour équilibrer avec nos alliés, les Anglais, les Allemands, etc., cette armée russe qui aujourd'hui n'est plus échantillonnaire. Je voudrais juste préciser. On a toujours dit quand même sur ce plateau que l'armée russe, elle s'est mal débrouillée. D'abord, on a quand même admis qu'elle s'était bien renforcée et qu'elle avait appris de ses défaites, mais on a toujours dit qu'elle est restée une grande puissance nucléaire quand même. Ça, on l'a toujours dit. On parle du conventionnel là, on parle du conventionnel. Conventionnel ou pas, on verra bien. Mais à partir du moment où on peut lancer un missile nucléaire, on est capable de lancer une charge conventionnelle également. Donc elle reste de toute manière une puissance nucléaire majeure, et combien même ils pourraient tirer qu'un tiers de leurs missiles, ça en fait quand même 2000. Ça me paraît quand même assez important. Vous avez raison, l'armée française est échantillonnaire, je le regrette comme vous, mais nous ne sommes pas seuls, il faut quand même le dire. Nous agissons au sein de l'OTAN, et nous avons 32 alliés, et même si l'OTAN ne marche pas, il y a quand même au sein de l'Union européenne un certain nombre de pays qui sont capables de suivre, et ce qui veut dire que tous ensemble, on n'est pas tout à fait échantillonnaire. Il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment prêts à se battre. On est d'accord. J'ai couvert tous les conflits en Europe, en Bosnie et ailleurs. Là, j'ai vu l'armée anglaise capable de se battre. J'ai vu l'armée française, certainement pas l'armée hollandaise. Je l'ai vu refuser de se battre, ça en revanche. Et j'ai revu les Allemands refuser de se battre en Afghanistan. Donc pour le moment, personnellement, mais vous pouvez m'informer, je ne connais que 2 armées qui sont prêtes à se battre, c'est-à-dire avec des soldats qui sont prêts à tuer et à se faire tuer. Je connais l'armée française et l'armée anglaise. J'en connais pas d'autres. Si vous en connaissez d'autres, l'armée polonaise est capable que les petits l'armée polonaise aujourd'hui, sans doute pour Varsovie, se ferait tuer, l'armée finlandaise aussi. Voilà. Et l'OTAN. L'armée suédoise, je suis moins sûr, mon général. Non, mais il y en a. Je suis d'accord que c'est pas l'unanimité, mais l'OTAN existe quand même, et que s'il y a une alliance, c'est justement parce que l'union fait la force, et donc il ne faut pas dire qu'on est une armée seule face aux Russes. Demain, on agit en coalition, et si demain il se passe quelque chose, ce sera dans le cadre d'une coalition. L'OTAN n'a pas été conçu, vous le savez bien, mon général, l'OTAN n'a pas été du tout conçu comme une alliance des pays européens. L'OTAN a été conçu à la demande d'ailleurs des pays européens pour un renforcement de leur défense par les États-Unis d'Amérique. C'est comme ça que c'est né, et ça n'a jamais changé. L'effort concernant les services secrets, et là on est directement dans votre secteur d'expertise, vous venez d'intégrer le ministère, vous êtes
êtes devenu une cible. Ce sont les premiers mots qu'entendent désormais les collaborateurs ministériels, les parlementaires, leurs assistants, quand bien même ces derniers ne se penchent pas sur les sujets de défense. En est-on effectivement là où la Russie essaie vraiment massivement, parce que c'est pas seulement la défense, massivement de recruter, d'approcher les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, en tout cas français. Mais ça fait longtemps qu'ils le font. Mais par contre, sur le fait de débriefer les assistants parlementaires, les ministres, leurs collaborateurs, enfin attention à s'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et qu'on s'assure bien qu'ils sont débriefés. Ça pour la France, mais vous savez, pour le rapport, même du point de vue de l'espionnage, du rapport français qui vient de publier l'Express, nous ne sommes pas les seuls. C'est-à-dire que l'Allemagne, je vois la même chose, l'Estonie, je vois la même chose, même sur la Suède, vous avez eu un scandale qui est sorti aujourd'hui, avec un diplomate haut placé suédois qui vient d'être interpellé pour espionnage au profit d'une puissance étrangère, ils ne disent pas laquelle, et la télévision suédoise de préciser d'ailleurs que c'est lié à la démission du conseiller à la sécurité nationale suédoise, quelques jours avant. J'attends d'en savoir plus. Mais encore une preuve d'une infiltration à haut niveau. Non, mais je pense surtout qu'il était temps. C'est-à-dire qu'il y a eu là aussi pendant très très longtemps une espèce d'insouciance, notamment dans le personnel politique et dans les entreprises aussi, partout en France. C'est-à-dire qu'en intelligence économique, on est absolument nul, on a des années de retard. Et là, on commence seulement à prendre conscience qu'en effet, il y a des données à protéger, qu'il y a des ordinateurs qui contiennent des choses qui ne doivent pas être divulguées. Donc tant mieux si on s'en aperçoit. Il y a un travail à faire et qui est un travail de pédagogie, un travail d'apprentissage des outils. Alors c'est vrai, du point de vue militaire, par exemple, quand on passe des entretiens de classification secret, très très secret défense, etc., cosmique et j'en passe, on est vraiment tout à fait, on passe des entretiens quand même assez poussés où on nous dit toutes les menaces auxquelles on peut être confronté, les vulnérabilités, est-ce qu'on a des dettes de jeu, est-ce qu'on est par exemple homosexuel, est-ce que vous trompez votre femme, voilà, etc. Ils essayent de creuser quand même toutes les pistes qui font qu'on pourrait être vulnérable. Donc on est quand même sensibilisé. Moi, j'ai quand même passé une bonne partie de ma vie à l'étranger. On est très très bien sensibilisé. Et je rappelle toujours que le général Richoux est un cas rarissime d'attaché militaire, mais qui n'était pas agent des services français. C'est vrai. J'étais attaché militaire. Voilà, parce que vous êtes le seul. Dans les ambassades, ceux de la DGSE, on les appelle des attachés militaires adjoints. Non, mais attention. Le général Richoux est une exception. C'est-à-dire qu'il serait le seul attaché militaire de l'histoire qui n'aurait pas été agent. Oui, mais il aurait pu parler avec son collègue. Et il arrive, regardez, il ne rougit pas. Regardez-le. Il pourrait passer au détecteur de mensonges. Détecteur de mensonges, général. Il n'y a pas de tressaillement quand même. Voilà. Non, mais ce que je voulais simplement compléter en disant notre problème, effectivement, ce sont les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a une certaine naïveté et la prise de conscience, elle vient maintenant, simplement maintenant. Il n'y a pas une semaine sans que Airbus, par exemple, ne soit pas attaqué par des hackers chinois. Absolument. Pas une semaine. C'est concernant la cyberdéfense, mais si on parle d'infiltration des agents d'influence russes sur le territoire français, ça existait toujours. Ça fait 30 ans que je suis en France et ça fait 30 ans que j'observe les agents russes fonctionner en toute impunité, ouvertement, en approchant les hommes politiques, les femmes politiques, les différents leaders d'opinion, etc. Les méthodes avant c'était le soft power, c'était ce pouvoir doux sur les égos de différentes personnes en les invitant en Russie, en leur offrant des cadeaux, en leur offrant de tous les services sexuels auxquels ils rêvent et ils ne peuvent jamais accéder. Mais c'est-à-dire ici, aujourd'hui... Vous parlez des hirondelles, c'est ça? On appelait ça je parle de tout, même ce que vous pouvez même pas imaginer, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. Des horreurs sont possibles en Russie à la carte. Mais le problème, c'est que ça a changé beaucoup maintenant. Maintenant, ça devient beaucoup plus agressif. Et c'est pas seulement les gens qui ont déjà des postes de responsabilité, mais ceux qui sont autour, vous savez, mais même l'entourage proche et doivent être sensibilisés. Aucune rencontre n'est anodine.